On nous a toujours dit qu'elle était la plus belle femme de l'histoire. Mais les nouvelles analyses ADN et les reconstructions médico-légales révèlent une vérité terrifiante. La dernière pharaone était peut-être une bombe génétique à retardement. Son plus grand combat n'était pas contre Rome, mais contre sa propre biologie. Ce que vous allez découvrir va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur Cléopâtre. Mais avant de commencer, abonnez-vous dès maintenant à Les Célébrités du Monde et activez la cloche pour ne rien manquer de nos révélations scientifiques exclusives. Bienvenue sur Les Célébrités du Monde, votre source pour les découvertes qui réécrivent l'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des mystères les plus fascinants de l'Antiquité, l'ADN de Cléopâtre. Pendant 2000 ans, le sable égyptien a jalousement gardé un secret. Le lieu de repos final de la reine Cléopâtre est demeuré introuvable. La plupart des experts vous diront qu'elle est perdue à jamais, ensevelie sous les rues modernes d'Alexandrie, effacée par les tremblements de terre et la montée des eaux. Mais depuis 20 ans, une femme a osé affirmer qu'ils avaient tous tort. Cette femme s'appelle Kathleen Martinez, et en 2022, elle a fait une découverte qui pourrait tout changer. Aujourd'hui, nous allons explorer non seulement cette découverte archéologique monumentale, mais aussi plonger dans les secrets génétiques terrifiants de la dynastie ptolémaïque. Car ce que la science révèle sur l'ADN de Cléopâtre est bien plus choquant que n'importe quel film hollywoodien. Préparez-vous, car la vérité sur la dernière pharaone va vous glacer le sang. Kathleen Martinez n'est pas votre archéologue typique en veste de tweed penché sur des parchemins poussiéreux. C'est une avocate pénaliste devenue archéologue, originaire de République dominicaine. Et elle n'a pas abordé la disparition de Cléopâtre comme une leçon d'histoire, mais comme une affaire criminelle non résolue. Pendant que tout le monde cherchait à gauche, Martinez a regardé à droite. Son profilage du suspect l'a conduite à 50 km à l'ouest d'Alexandrie, vers un temple oublié et en ruine appelé Taposiris Mania. Et en 2022, le sol sous ses pieds a finalement révélé une anomalie massive. Martinez et son équipe ont percé le calcaire et ont découvert quelque chose qui ne devrait pas exister. Un tunnel. Mais pas n'importe quel tunnel. Cette structure est une réplique stupéfiante de l'ingénierie antique la plus avancée. Il est creusé à travers la roche solide, s'étendant sur plus de 1300 mètres. C'est presque 2 km de long. Il fait près de 2 mètres de haut, submergé dans la boue et l'eau, et il se dirige directement vers la mer Méditerranée. Les architectes l'appellent un miracle géométrique, un chef-d'œuvre d'ingénierie qui rivalise avec le légendaire tunnel grec de Palinnos. Mais voici la question à 1 million de dollars. Pourquoi ? Pourquoi aller à de tels extrêmes ? Pourquoi creuser 12 mètres sous terre dans une roche instable et dangereuse ? On ne construit pas un aqueduc de près de 2 km pour un site mineur. Cela implique une importance capitale. La découverte d'un port englouti au large de la côte suggère que ce n'était pas simplement un temple isolé, c'était un centre névralgique. Et Martinez croit que ce tunnel mène au bout de la ligne, au tombeau de Cléopâtre elle-même. Sa théorie est terriblement simple. Cléopâtre ne se cachait pas seulement de la mort, elle se cachait de Rome, elle se cachait de l'humiliation d'être exhibée enchaînée par Octave lors de son triomphe. Elle voulait être enterrée avec son amant Marc-Antoine. Elle voulait être immortalisée comme l'incarnation vivante de la déesse Isis. Et pour y parvenir, elle avait besoin d'un tombeau qui ne pourrait jamais être profané. Elle s'est enterrée là où elle pensait que personne ne regarderait jamais. Kathleen Martinez a peut-être trouvé la porte d'entrée de ce sanctuaire. Et même si nous n'avons pas encore trouvé la reine, les preuves que nous avons découvertes pointent vers une vérité d'ombre sur sa dynastie. À l'intérieur du complexe, l'équipe a fait une autre découverte qui a envoyé des frissons dans leur dos. Enterrées dans 16 tombes taillées dans la roche, se trouvaient des momies. Mais ce n'étaient pas des sépultures ordinaires. Lorsque les archéologues ont regardé dans les visages écroulés des morts, ils ont vu quelque chose scintiller dans l'obscurité. De l'or. À l'intérieur de leur bouche, là où leur langue devrait être, se trouvaient des amulettes en feuilles d'or. Les anciens Égyptiens croyaient que pour survivre dans l'au-delà, il fallait parler à Osiris, le seigneur du monde entre deux. Il fallait plaider sa cause. Une langue dorée donne le pouvoir de parler à un dieu. Elle accorde ce qu'on appelle l'éloquence dorée. Mais pourquoi sont-ils ici ? Pourquoi dans ce temple spécifique ? Martinez croit que ce n'étaient pas simplement des aristocrates aléatoires, c'étaient les gens de Cléopâtre, son cercle intime, ses courtisans. Ils sont enterrés ici, équipés de la magie pour parler à Osiris, peut-être pour annoncer l'arrivée de leur reine.
Pensez à ce que cela signifie. Nous ne creusons pas simplement à travers un cimetière. Nous sommes dans une salle de réception royale. Nous sommes dans sa nécropole. Et si les courtisans sont ici, attendant leur reine, la porte est sur le point de s'ouvrir. Malgré la découverte de Martinez, elle est à quelques centimètres de l'ADN de la reine. Mais pendant que nous attendons qu'elle brise le sceau final, nous avons déjà une clé du code génétique de Cléopâtre. Du moins, c'est ce que nous pensions. Pour voir le visage de Cléopâtre, nous n'avons pas besoin d'attendre le tunnel. Nous devons juste regarder les os de la sœur qu'elle a assassinée. Pour comprendre les morts trouvées à Taposiris Magna, nous devons d'abord comprendre l'impitoyabilité de la femme qu'il servait. L'histoire se souvient de Cléopâtre comme la séductrice, mais son arbre généalogique ressemblait davantage à un bassin de requins. Et sa plus grande menace n'était pas un général romain, c'était sa propre petite sœur, Arsinoé IV. C'était une relation définie par une ambition pure et toxique. Lorsque Cléopâtre fut exilée, c'est Arsinoé qui prit le trône. Lorsque Jules César arriva en Égypte, c'est Arsinoé qui mena l'armée contre lui. C'était une princesse guerrière qui réussit réellement à piéger César dans le palais. Mais l'histoire est écrite par les vainqueurs. Arsinoé fut finalement capturé, traîné à Rome et forcé de défiler enchaîné lors de la procession triomphale de César. Les foules romaines pleurèrent en fait pour elle, une adolescente en chaînes. Cette sympathie lui sauva la vie, et elle fut exilée au temple d'Artémis à Éphèse, dans l'actuelle Turquie. Elle pensait qu'elle était en sécurité. Elle pensait que le sol sacré la protégerait. Elle avait tort. En 41 avant Jésus-Christ, Cléopâtre persuada Marc-Antoine de faire l'impensable. Il envoya des assassins sur les marchés du temple. Ils traînèrent Arsinoé dehors et la massacrèrent. Ce fut un scandale qui ébranla le monde antique. Mais pour nous, 2000 ans plus tard, cela a fourni un emplacement. Nous savions exactement où le crime s'était produit. Pendant des siècles, nous pensions qu'Arsinoé était perdu dans l'histoire, jusqu'aux années 1900, lorsque des archéologues à Éphèse trouvèrent une tombe unique connue sous le nom de l'Octogone. À l'intérieur se trouvait un squelette. Les os appartenaient à une jeune personne. Pendant des décennies, les chercheurs ont spéculé. Et si leur théorie était correcte, ce pourraient être les restes d'Arsinoé IV elle-même. La chronologie correspondait, l'emplacement correspondait. L'âge correspondait. Si c'était Arsinoé, nous avions le code génétique de Cléopâtre. Nous pouvions enfin répondre aux questions sur son ethnicité, sa santé, sa lignée. Nous avions la carte de la biologie de la reine. Mais la science a une façon de ruiner une bonne histoire. Les tests ADN initiaux ont échoué en raison de contamination. Les os avaient été manipulés trop de fois. Mais récemment, dans une étude de 2025, une analyse avancée nous a finalement donné une réponse. Et ce n'était pas ce que Kippeuk attendait. Pour comprendre pourquoi les résultats de 2025 ont été un tel choc, il faut comprendre le poids massif que ce squelette portait. Il ne s'agissait pas seulement d'identifier une sœur, il s'agissait de réécrire l'identité de la reine elle-même. La controverse a commencé avec la tombe elle-même. La tombe est un octogone. Dans le monde antique, cette forme était un signal. Elle faisait allusion au bâtiment le plus célèbre d'Alexandrie, le phare de Pharos. L'archéologue Ilke Thues a fait le lien. Elle a soutenu qu'une tombe octogonale à Éphèse, la ville même où Arsinoé fut assassiné, devait appartenir à la princesse exilée. L'architecture était une empreinte de pierre pointant vers la famille royale. Mais la théorie ne s'est pas arrêtée à l'architecture, elle s'est déplacée vers la biologie. Le crâne original trouvé en 1929 avait une histoire chaotique. Il a été perdu en Allemagne pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale pour être miraculeusement redécouvert dans les archives de l'Université de Vienne en 2022. Mais avant qu'il soit perdu, des mesures et des photographies avaient été faites. Et basées sur ces anciens registres, Thues a naché une bombe. Elle affirma que les mesures du crâne suggéraient que le défunt avait une mère africaine. Ce fut l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Si Arsinoé avait une mère africaine et qu'elle partageait un père avec Cléopâtre, alors Cléopâtre elle-même, souvent dépeinte comme purement grecque macédonienne, pourrait être une métisse. Cette idée a des partisans puissants. Pendant des décennies, des écrivains comme J.A. Rogers et Cheikh Anta Diop ont argumenté que l'histoire a blanchi l'Égypte. Ils soulignent les racines africaines de la civilisation égyptienne.
Plus récemment, la culture populaire, comme la série documentaire Netflix de 2023, a apporté ce débat dans millions de foyers, en choisissant une actrice noire pour incarner la reine. Pour les partisans d'une Cléopâtre noire, le squelette d'Éphèse était la preuve irréfutable. C'était la seule pièce de preuve physique qui défiait le consensus dominant que les Ptolémées étaient une dynastie grecque consanguine. Mais l'analyse de 2025 n'a pas seulement changé le sexe du squelette, elle a complètement démantelé l'hypothèse raciale. La percée s'est produite en 2022. Une équipe de l'Université de Vienne, dirigée par l'anthropologue Gerhard Weber, a finalement localisé le crâne longuement perdu dans les archives de l'université. Ce fut le tournant décisif. Ils ne se sont pas contentés de le regarder, ils y ont vu à travers. En utilisant des scanners micro-CT, ils ont créé une carte digitale à haute résolution de la structure osseuse. Et ils ont foré dans l'os temporal pétreux, la partie la plus dense du crâne, un coffre-fort biologique qui préserve l'ADN même lorsque le reste du squelette s'est transformé en d'ost. En janvier 2025, les résultats ont été publiés dans Scientific Reports. Et ils ont révélé une histoire d'horreur médicale. Le squelette n'est pas Arsinoé, ce n'est pas une femme de 20 ans, ce n'est pas une princesse africaine. L'ADN a prouvé la présence d'un chromosome Y. La sœur de Cléopâtre est un garçon, plus précisément un garçon adolescent entre 11 et 14 ans. Et il ne souffrait pas seulement. Les scans ont révélé de graves désordres de développement. Sa mâchoire était atrophiée, son crâne était asymétrique et tordu. L'analyse suggère qu'il souffrait de quelque chose comme le syndrome de Treacher-Collins ou de rachitisme sévère. Ce n'était pas une rivale royale en bonne santé, c'était un enfant dont le visage avait été déformé par une tragédie génétique. Encore plus choquant, son ADN nous dit qu'il ne venait pas d'Égypte. Ses marqueurs génétiques remontent à l'Italie ou à la Sardaigne. Cela ouvre une mystérieuse épouse plus sombre et plus déroutante. Nous pensions regarder la victime d'un assassinat politique. Au lieu de cela, nous regardons une tragédie d'un autre genre. L'octogone s'est avéré être un héroun, une tombe construite pour un héros, une figure semi-divine. Pourquoi un garçon italien déformé et malade était-il enterré dans une tombe des plus prestigieuses du monde antique? Était-il un bouc émissaire, un sacrifice, ou était-il un bâtard royal caché, un enfant de sang romain et ptolémaïque dont l'existence était si honteuse ou si dangereuse qu'il devait être enterré avec des honneurs, mais loin de chez lui? Quelle que soit la réponse, il s'avère que la preuve scientifique de la lignée africaine de Cléopâtre dans cette tombe spécifique était une illusion causée par une mauvaise science et un vœu pieux. Alors, où nous laisse-t-il? Nous sommes revenus au dossier historique. Et le dossier historique nous dit que Cléopâtre était le produit de la dynastie ptolémaïque. Et si vous voulez savoir à quoi elle ressemblait vraiment, vous n'avez pas besoin de trouver son corps, vous devez juste regarder l'arbre généalogique terrifiant qu'elle a grimpé pour accéder au trône. Parce que bien que nous n'ayons pas son ADN, nous savons exactement qui étaient ses parents. Et cette réalité est bien plus sombre que n'importe quel débat sur la couleur de la peau. Le garçon d'Éphèse était peut-être un secret, mais à Alexandrie, le cauchemar génétique n'était pas un secret, c'était une politique royale, caractérisée par ce qu'on appelle l'effondrement du pédigré. Dans un arbre généalogique normal, les branches s'étendent vers le haut. Vous avez 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents. Plus vous remontez, plus vous avez d'ancêtres. C'est un entonnoir qui s'ouvre sur le monde. Mais l'arbre généalogique de Cléopâtre ne s'est pas étendu, il s'est effondré sur lui-même. Les Ptolémées étaient une dynastie grecque gouvernant l'Égypte. Ils voulaient garder leur pouvoir absolu et leur lignée pure. Alors, ils ont adopté la coutume pharaonique ancienne de l'inceste. Ils ne se sont pas contentés d'épouser des cousins, ils ont épousé des frères et sœurs. Les historiens croient que les propres parents de Cléopâtre, Ptolémée XII et Cléopâtre V, étaient probablement des frères et sœurs complets. Même ses grands-parents étaient très probablement oncles et nièces, ou même frères et sœurs. Cette famille était manifestement une boucle fermée. Les généticiens estiment que Cléopâtre est née avec un coefficient de consanguinité estimé à plus de 45%. Pour mettre cela en perspective, l'enfant de 2 cousins germains a environ un coefficient de 6%. Dans de nombreuses dynasties royales, comme les Habsbourg d'Espagne, ce niveau de consanguinité a conduit à de graves déformations, à l'infertilité et à la folie. Prenez Charles II d'Espagne, le roi Habsbourg, dont l'autopsie a révélé que son cœur avait la taille d'un grain de poivre à cause de la consanguinité. Les historiens l'appellent l'ensorcelé. Il était la fin de la lignée des Habsbourg, une dynastie qui pratiquait le même type de mariage mixte que les Ptolémées.
Charles était une tragédie médicale ambulante. Il ne pouvait pas parler avant l'âge de 4 ans. Il ne pouvait pas marcher avant l'âge de 8 ans. Sa mâchoire était si déformée, une condition appelée prognatisme mandibulaire, que ses dents supérieures et inférieures ne pouvaient pas se toucher. Il ne pouvait littéralement pas mâcher sa nourriture. Il avalait tout entier. Il était déconcerté par des conversations simples, en proie à des crises et physiquement fragile. Quand il est mort à 38 ans, le rapport d'autopsie a déclaré que son corps ne contenait pas une seule goutte de sang, sa tête était pleine d'eau et son cœur était de la taille d'un grain de poivre. Son coefficient de consanguinité était d'environ 25%. Cléopâtre était presque le double. Alors pourquoi cela se produit-il? La science se résume à quelque chose appelé homozygosie. Normalement, votre ADN est une conversation entre votre mère et votre père. L'un couvre les défauts de l'autre. Si votre mère transmet un gène récessif pour une faiblesse ou une maladie, votre père généralement transmet un gène dominant de force pour l'annuler. C'est un filet de sécurité biologique. Mais dans le cas de Cléopâtre, il n'y avait pas de conversation. Les mêmes gènes répétant les mêmes erreurs encore et encore, parce que ses parents étaient frères et sœurs. Ils portaient exactement les mêmes défauts génétiques. Il n'y avait pas de gène sain pour intervenir et la sauver. Biologiquement, elle aurait dû être un désastre. L'un de sanguinité comme ceci entraîne généralement le type de déformation que nous avons vu chez ce garçon à Éphèse. Faiblesse physique, problèmes cognitifs, durée de vie courte. Mais voici le paradoxe terrifiant. L'histoire nous dit que Cléopâtre n'était pas déformée, elle était brillante, elle parlait 9 langues, elle a charmé les mômes les plus puissants de Rome, elle a mené des armées. Alors, comment? Était-elle un miracle génétique, un coup de dé 1 sur million, ou avons-nous manqué les signes de sa souffrance tout le long? Pour comprendre si elle était une victime, nous devons regarder les auteurs, ses ancêtres. Si vous voulez savoir contre quoi Cléopâtre se battait, regardez son grand-grand-oncle Ptolémée VIII. C'était le grand-grand-oncle de Cléopâtre, mais à cause de l'arbre généalogique incestueux, il est aussi un miroir génétique direct, et c'était une catastrophe médicale. Il l'appelait Fiscon, ce qui traduit par gros ventre, mais c'était être poli. Les archives historiques le décrivent comme morbidement obèse, avec des membres trop faibles pour supporter son énorme corpulence. Il devait être transporté par des assistants, il portait des robes fines et transparentes qui horrifiaient les visiteurs romains. Mais regardez de plus près les descriptions. Ce n'était pas seulement de la graisse, les sources mentionnent un cou enflé, des yeux proéminents et exorbités, un essoufflement. Puis regardez le père de Cléopâtre, Ptolémée XII, le joueur du flûte. Il était décrit comme indulgent, faible et physiquement mou. Ce ne sont pas des défauts de caractère, ce sont des symptômes. Les historiens médicaux modernes qui examinent la dynastie ptolémaïque voient un patron de troubles métaboliques génétiques. Ils voient des preuves de conditions fibrotiques multi-organes. Ils voient une lignée familiale en proie à l'obésité et à la léthargie. Et plus terrifiant encore, ils voient les marqueurs de la maladie de Basedow, un trouble auto-immun qui attaque la thyroïde. Elle provoque l'exophthalmos, ses yeux exorbités, et un goitre, ce cou enflé. Et c'est là que le diagnostic devient terrifiant. La maladie de Basedow n'affecte pas seulement votre apparence, elle affecte votre comportement. Elle inonde le corps d'hormones thyroïdiennes, créant un état d'hyperstimulation. Les symptômes incluent une énergie maniaque, un discours rapide, l'insomnie et un comportement erratique à hauts enjeux. Cela vous semble familier? Les historiens ont toujours loué Cléopâtre pour sa vitalité sans limite. Ils disent qu'elle pouvait travailler toute la nuit, qu'elle était constamment en mouvement. Nous avons présenté cela comme du génie. Mais les anthropologues médicaux posent maintenant une question plus sombre. Était l'énergie légendaire de Cléopâtre en réalité un symptôme? Le feu à l'intérieur d'elle était le résultat d'une tempête thyroïdienne transmise par son oncle? Regardons les preuves physiques que nous avons. Commençons par les pièces. Quand nous analysons les tétradrachmes en argent frappés pendant son règne, nous voyons les traits familiaux se manifester. Cléopâtre a le nez ptoléméique, un nez aquila fort et crochu. Elle a un menton prominent et saillant. Elle a un cou épais. Ce ne sont pas les caractéristiques d'une reine de beauté délicate, ce sont les caractéristiques d'une survivante. Mais sous la surface, la bombe génétique faisait tic-tac. La lignée ptolémaïque était ravagée par la fibrodysplasie et les problèmes de densité osseuse. Dans des populations hautement consanguines, la structure squelettique s'affaiblit. La mâchoire se déforme, exactement comme nous l'avons vu chez le garçon d'Éphèse. Et qu'en est-il de la propension à l'obésité? Ptolémée VIII était un gros ventre. Cléopâtre a-t-elle hérité du gène? Certains experts spéculent que sa fameuse stature petite n'était pas naturelle, c'était une guerre. Si elle avait la prédisposition génétique à l'obésité morbide qui a paralysé son oncle, sa vie aurait été une bataille constante et affamée contre son propre métabolisme.
Sa silhouette menue pourrait être le résultat de l'hyperthyroïdie, brûlant des calories à un rythme dangereux. Alors, comment a-t-elle survécu? C'est le grand débat entre la théorie de la victime médicale et du miracle génétique. La première théorie insiste sur le fait que Cléopâtre était une victime de la consanguinité ptolémaïque. Cette théorie affirme qu'elle n'a pas échappé. Elle suggère que bien qu'elle ait hérité les déformations, elle n'a pas échappé au coup. Et les preuves viennent d'une source inattendue, l'historien antique Plutarque. Plutarque n'a jamais dit les mots « retard de croissance », mais il nous a laissé deux indices spécifiques que les anthropologues médicaux ont récemment connectés. D'abord, la fameuse scène du tapis. Hollywood montre Cléopâtre se déroulant d'un tapis persan, mais Plutarque écrit réellement qu'elle s'est glissée dans un sac de lit, incessuellement un sac à linge en lin, qu'elle a été attachée et portée sur le dos d'un seul serviteur, Apollodore. Réfléchissez à la physique de cette scène. Pour être enroulée dans un sac et portée comme un sac à dos implique qu'elle était incroyablement légère. Elle n'était pas une Amazone statuase, elle était menite. Puis, Plutarque critique explicitement son apparence. Dans sa Vie d'Antoine, il écrit que sa beauté réelle n'était pas en soi-même si remarquable. Il insiste sur que son pouvoir venait de sa voix et de son caractère, pas de son corps. Quand vous superposez ces indices antiques sur un coefficient de consanguinité de 45%, Menite commence à ressembler à beaucoup de restrictions de croissance. Cette théorie suggère que sa petite taille n'était pas un trait physique, c'était un symptôme. Elle suggère qu'elle était physiquement fragile, même en lutte contre un corps qui tentait de la trahir, et qu'elle utilisait son intellect pour compenser un manque d'imposantesse physique. La seconde théorie prend la direction opposée et offre une possibilité plus déroutante. Dans la génétique, il existe un concept du coup de dé. Même avec un coefficient de consanguinité de 45%, il est statistiquement possible, bien que rare, d'hériter des gènes sains. Considérez les probabilités. Les frères et sœurs de Cléopâtre étaient faibles. Son frère, Ptolémée XIII, était une marionnette enfantine qui noyait dans le Nil. Sa sœur Arsinoé a été capturée et tuée. Le garçon d'Éphèse, un lien possible avec Cléopâtre, était déformé. Et encore, Cléopâtre a vécu jusqu'à 39 ans. Elle a porté 4 enfants, prouvant qu'elle était fertile, ce qui est généralement la première chose à disparaître dans les lignées consanguines. Elle a commandé une flotte dans une bataille. Elle aurait peut-être été une survivante mosaïque. Alors que son arbre généalogique s'effondrait, elle a quelque part traversé le feu sans se brûler. Elle a hérité l'intellect des Grecs et l'impitoyabilité des Romains, mais elle a évité l'effondrement métabolique de gros ventre et les déformations faciales du garçon de Turquie. Mais n'oublions pas que la biologie réclame toujours son cru. Même si elle n'avait pas les déformations, elle portait le fardeau. L'énergie maniaque, la prise de risque à hauts enjeux, la paranoïa, ce n'étaient peut-être pas des bizarreries de personnalité. Ce sont les échos psychologiques d'un cerveau câblé par des siècles d'inceste. Mais voici une spéculation encore plus sombre. Que Cléopâtre soit un miracle ou une souffrante, elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle a grandi en regardant sa famille se décomposer. Elle comprenait le patron. Et cela change tout notre regard sur toute sa vie. Les historiens disent généralement que Cléopâtre a séduit Jules César et Marc-Antoine pour pouvoir politique. Ils disent qu'elle voulait les armées de Rome. Mais et si elle voulait quelque chose de plus précieux? Et si elle recherchait de l'ADN frais? Réfléchissons. Cléopâtre était mariée à son frère Ptolémée XIII, puis à son autre frère Ptolémée XIV. Par tradition, elle aurait dû avoir des enfants avec eux, mais elle a refusé. Elle n'a eu aucun enfant avec ses frères. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers Rome. Elle s'est tournée vers César, un homme sans lien avec elle, puis à Marc-Antoine. Et si ce n'était pas seulement la construction d'une alliance, mais une mission de sauvetage biologique? Elle savait que sa lignée s'effondrait. Elle savait qu'une génération de plus d'inceste produirait des monstres, des enfants comme le garçon de la tombe octogonale. Elle essayait de sauver ses enfants de la spirale génétique qu'il avait créée. Elle tentait désespérément d'élargir à nouveau l'échelle pour en faire un arbre. Pendant des siècles, nous avons réduit Cléopâtre à un fantasme hollywoodien. Mais cette femme était un génie piégé dans un corps qui la trahissait, dirigeant un empire avec un ADN qui aurait dû la condamner. Si cette vérité vous a secoué, abonnez-vous pour ne pas manquer le moment où Kathleen Martinez percera ce dernier mur. Likez si vous pensez que Cléopâtre mérite d'être racontée avec honnêteté et dites-moi en commentaire, était-elle un miracle génétique ou une souffrante silencieuse? Parce qu'au final, cette histoire ne parle pas seulement d'une reine morte il y a 2000 ans, elle parle de toutes les femmes qui ont dû cacher leur souffrance derrière un sourire, tout en révolutionnant le monde. Cléopâtre mérite mieux que le mythe, elle mérite la vérité, et cette vérité attend toujours, 45 mètres sous terre, dans l'obscurité d'un tunnel égyptien.
Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Nous y révélerons d'autres secrets choquants sur les célébrités de l'histoire.